Au cœur de la forêt, l'atmosphère n'a plus rien d'une simple escapade entre élèves. Pendant 3 jours, les participants à la masterclass vont devoir dormir à la belle étoile, entretenir leur feu et surtout imaginer un véritable menu gastronomique dans des conditions inhabituelles. À la clé, une récompense exceptionnelle, un mois de stage en Patagonie pour celui ou celle qui saura se démarquer. Pour Bianca, pourtant, cette compétition commence sous une lumière beaucoup plus sombre. L'agression qu'elle a subie la veille continue de hanter ses pensées, comme si chaque bruit dans les arbres pouvait annoncer une nouvelle menace. Elle essaie de rester concentrée sur l'épreuve, mais son corps garde encore la mémoire de la peur, et son esprit revient sans cesse à cette question, qui cherche réellement à lui faire du mal? Heureusement, Ninon refuse de la laisser affronter cette épreuve seule. Elle reste près d'elle, attentive aux moindres signes de faiblesse, mais surtout convaincue qu'il existe une explication derrière ce harcèlement. Pour la jeune femme, un nom revient avec insistance, Joséphine. Depuis sa rupture avec Lou, celle-ci souffre visiblement, et Ninon imagine qu'elle pourrait vouloir faire payer Bianca pour cette histoire sentimentale devenue incontrôlable. Cette conviction finit par provoquer une confrontation particulièrement violente. La tension accumulée depuis plusieurs jours éclate enfin, et Joséphine se retrouve accusée directement. Les mots dépassent rapidement le cadre d'une simple dispute. La colère prend le dessus, nourrie par les blessures, la jalousie et les soupçons. Face à elle, les accusations deviennent brutales, jusqu'à cette phrase sans détour, « Je sais au fond que tu es une mauvaise personne ». Joséphine encaisse ces paroles alors que tout semble déjà se refermer autour d'elle. Elle vient de perdre Lou, voit Bianca occuper la place qu'elle espérait encore retrouver et doit maintenant supporter d'être désignée comme une possible harceleuse. Mais au moment où la confrontation menace de dégénérer davantage, Lou intervient. Et contre toute attente, ce n'est pas Bianca qu'il défend en premier lieu, mais son ancienne petite amie. Son intervention change immédiatement la nature de la scène. Lou affirme que Joséphine ne peut pas être responsable de l'agression de Bianca. Il en est certain pour une raison très simple, au moment des faits, il était avec elle. Cette révélation devrait innocenter Joséphine et calmer les soupçons, mais pour Bianca, elle ouvre au contraire une nouvelle blessure, beaucoup plus intime, parce qu'elle comprend aussitôt que Lou lui a menti. Jusqu'ici, Lou avait laissé croire qu'il se trouvait avec Clotilde. Bianca découvre donc que cette version n'était qu'un écran destiné à cacher sa présence auprès de Joséphine. Le jeune homme tente de s'expliquer. Il assure qu'il avait peur de sa réaction et qu'il voulait éviter de lui faire du mal. Mais ces mots résonnent étrangement, parce que c'est précisément ce mensonge qui est maintenant en train de la blesser. Bianca ne sait plus comment interpréter ce qu'elle entend. La veille encore, elle devait gérer une agression et la peur d'être prise pour cible. Désormais, elle découvre que Lou, celui sur qui elle pensait pouvoir s'appuyer, lui a volontairement caché une partie essentielle de la vérité. Elle ressent surtout une humiliation profonde, avec l'impression désagréable que les autres savent toujours quelque chose avant elle. Dans cet environnement où tout le monde se croise et où les secrets circulent rapidement, Bianca a le sentiment d'être devenue la risée des autres élèves. Elle ne contrôle plus rien, ni les attaques dirigées contre elle, ni les versions contradictoires autour de Lou, ni les réactions de Joséphine. Chaque nouvelle information semble déplacer les limites de ce qu'elle croyait comprendre, et la confiance qu'elle accordait encore aux autres commence sérieusement à se fissurer. Ninon, de son côté, refuse de rester spectatrice. Avec Gary, elle décide de chercher concrètement l'identité de la personne qui harcèle Bianca. Les deux amis passent en revue les pistes possibles et s'intéressent notamment à Maxence. Son nom pourrait correspondre à certains soupçons, mais un détail vient rapidement compliquer leur hypothèse. Son écriture ne correspond pas à celle du mot reçu par Bianca. Ce constat aurait pu les obliger à ralentir, mais il produit l'effet inverse sur Ninon. Plus les pistes se referment, plus elle ressent le besoin de comprendre. Identifier le harceleur devient progressivement une obsession. Son attention glisse de la masterclass vers cette enquête improvisée, au point qu'elle n'arrive presque plus à suivre correctement le cours. Derrière cette obstination se cache surtout la peur qu'une nouvelle attaque survienne avant qu'ils aient découvert la vérité. Pendant ce temps, loin de la forêt et de cette tension, une autre histoire beaucoup plus légère se dessine autour de Carla. Avec Bérénice, elle découvre que Noé s'est levé aux aurores pour cuisiner. Le jeune homme ne cache pas vraiment sa motivation, il veut progresser afin de surprendre Oriane, la nouvelle élève qui semble suffisamment l'intéresser pour le pousser à multiplier les efforts. Noé se tourne naturellement vers Carla et lui demande si elle pourrait l'aider à s'améliorer en cuisine. Mais Carla a déjà l'esprit occupé par ses propres objectifs. Elle prépare la sélection d'entrée au master et ne veut pas disperser son énergie. Elle refuse donc de l'accompagner, sans imaginer une seconde que cette décision banale va bientôt prendre, dans son esprit, les proportions d'un véritable mauvais présage.
Plus tard dans la journée, une succession de petits désastres vient brutalement entamer son assurance. Carla commence par renverser sa boisson. Peu après, alors qu'elle veut simplement brancher son chargeur, elle fait disjoncter les plombs. Comme si cela ne suffisait pas, de la fiente d'oiseau tombe ensuite directement sur ses fiches de révision, transformant une journée déjà agaçante en accumulation presque absurde de malchance. Et le sort semble décidé à poursuivre son œuvre. Carla apprend également que la réservation prévue le soir même dans un restaurant a été annulée. Cette fois, pour elle, la coïncidence devient difficile à accepter. Elle repense immédiatement à son refus d'aider Noé et commence à établir un lien entre les deux événements. Peu importe que cette logique soit irrationnelle, dans son esprit contrarié, une évidence s'impose peu à peu. Carla se persuade qu'elle est victime d'une véritable malédiction, comme si son refus égoïste avait déclenché un retour de karma immédiat. Chaque incident devient alors une confirmation supplémentaire de cette théorie. Ce qui aurait pu la faire rire quelques heures auparavant commence maintenant à la travailler sérieusement, d'autant qu'elle traverse une période où la sélection du master lui impose déjà suffisamment de pression. C'est alors qu'un nouvel événement lui donne l'occasion de réparer symboliquement sa faute. Pendant un cours, Félix, Oriane et Noé se retrouvent confrontés à une difficulté inattendue. Aucun des trois ne sait comment préparer correctement une poularde. Carla les observe et comprend qu'elle pourrait facilement leur venir en aide. La culpabilité liée à son refus du matin revient aussitôt, mêlée à l'étrange peur que sa malchance continue. Finalement, elle décide de leur prêter main forte. Derrière ce geste se trouve à la fois sa compétence, son envie de ne pas laisser les autres en difficulté et cette petite inquiétude irrationnelle qu'elle n'ose peut-être pas reconnaître pleinement. En aidant Noé, Félix et Oriane, Carla espère presque rétablir un équilibre invisible. Reste désormais à savoir si son fameux « karma » acceptera enfin de lui laisser un peu de répit. Au double A, Maya choisit enfin de mettre un terme au malaise qui la travaille depuis qu'Hector a découvert le cocktail qu'elle lui avait présenté avec tant d'assurance. Plutôt que de continuer à entretenir une illusion flatteuse, elle décide de jouer franc jeu. Cette création n'est pas la sienne. La recette appartient en réalité à Niels, le serveur du coffee shop dont elle a simplement repris le travail. Hector accuse forcément le coup. Ce qui le déçoit n'est pas seulement la provenance réelle du cocktail, mais surtout le fait que Maya ait pensé devoir mentir pour l'impressionner. Il aurait préféré découvrir son véritable niveau plutôt qu'une performance empruntée. Malgré cette frustration, sa curiosité professionnelle prend rapidement le dessus. Si cette boisson l'a autant marqué, alors celui qui l'a imaginé mérite incontestablement d'être rencontré. Maya comprend qu'elle vient peut-être, malgré son mensonge, d'ouvrir une porte à Niels. Elle organise donc une rencontre entre les deux hommes. Plus tard dans la journée, Hector se rend au coffee shop et découvre enfin le serveur qui se cache derrière cette recette. Il ne veut pas se contenter d'un seul cocktail réussi, il souhaite vérifier si cette première impression correspond réellement à un talent plus profond. Niels lui fait alors goûter plusieurs créations. À mesure que les verres se succèdent, Hector comprend que le premier cocktail n'était pas un hasard. Il décèle chez ce jeune barman une véritable intuition, une manière personnelle d'associer les saveurs sans suivre les chemins académiques auxquels l'Institut a habitué ses élèves. Ce qui rend la découverte encore plus étonnante, c'est que Niels n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle. Il est entièrement autodidacte. Cette information impressionne Hector presque autant que ses cocktails. Là où les élèves de l'Institut disposent de cours, de chefs expérimentés et de techniques transmises quotidiennement, Niels semble avoir développé son savoir par lui-même, en expérimentant et en affinant progressivement ses créations. Pour Hector, cette liberté peut aussi représenter une force. Niels possède une approche qui n'a pas encore été enfermée dans des habitudes trop rigides. L'idée d'une collaboration commence alors à s'imposer naturellement. Hector travaille sur le prochain menu du double A et imagine une manière originale d'intégrer le talent de Niels à cette nouvelle proposition. Il ne s'agirait pas simplement d'ajouter quelques cocktails à la carte. Le projet serait beaucoup plus précis, accompagner chaque plat d'un cocktail pensé pour apporter une nuance supplémentaire à la recette. Cette proposition touche exactement ce qui intrigue Hector chez Niels. Un cocktail ne serait plus seulement une boisson servie à côté d'une assiette, mais un véritable prolongement du plat. Les saveurs pourraient se répondre, se contraster ou se compléter. Hector voit immédiatement tout le potentiel créatif d'un tel travail, surtout avec quelqu'un qui ne raisonne pas selon les mêmes automatismes que les cuisiniers formés à l'Institut. Niels accepte la proposition, mais ses motivations ne sont pas exclusivement professionnelles. Derrière son accord se cache aussi un espoir beaucoup plus personnel. Travailler au double A pourrait lui permettre de croiser Thelma. Cette perspective suffit visiblement à rendre le projet plus séduisant.
Il accepte donc de rejoindre cette collaboration, laissant Hector penser qu'il vient de trouver un partenaire capable d'apporter une identité originale à son menu. Pendant un moment, tout semble parfaitement lancé. Hector peut imaginer cette nouvelle dynamique, tandis que l'équipe s'attend à voir Niels arriver et découvrir progressivement le fonctionnement du double A. Pourtant, dès la première étape concrète, quelque chose se dérègle. En fin de journée, Hector et les autres membres de l'équipe constatent que le nouveau collaborateur n'est toujours pas là. Les minutes passent et son retard devient difficile à ignorer. Hector, qui avait été immédiatement séduit par son talent, commence à s'interroger sur le sérieux du jeune homme. Il ne s'agit plus ici d'une dégustation improvisée au coffee shop, mais d'un engagement pris auprès d'une brigade. Or Niels semble traiter cette collaboration avec une décontraction qui tranche brutalement avec l'organisation rigoureuse attendue au double A. La raison de son absence finit par tomber, et elle déconcerte encore davantage Hector. Niels est occupé à organiser un barbecue. Ce détail suffit à modifier l'image que le chef commençait à se construire de lui. Son talent ne fait aucun doute, mais son désir réel de rejoindre le projet devient beaucoup moins évident. Peut-être Niels a-t-il accepté trop rapidement, emporté par l'enthousiasme du moment ou par l'idée de revoir Thelma. Hector comprend alors que posséder un don ne signifie pas nécessairement vouloir intégrer une brigade. Niels semble aimer sa liberté, son rythme et l'absence de contraintes qui accompagnent sa vie de serveur au coffee shop. Le double A représente tout autre chose, horaire, responsabilité collective, régularité et engagement. Même une collaboration ponctuelle impose de respecter ceux qui attendent et organisent leur travail autour de sa présence. La déception est d'autant plus forte qu'Hector s'était montré sincèrement impressionné. Il avait vu en Niels une personnalité capable d'apporter quelque chose d'inédit au restaurant. Désormais, une autre question se pose. Le jeune homme a-t-il peur de l'engagement ou n'est-il simplement pas aussi intéressé par cette proposition qu'il l'avait laissé croire? Rien ne permet encore de trancher, mais le doute s'est installé. Dans le même temps, la légèreté de cette histoire contraste fortement avec ce qui se joue toujours dans la forêt. Là-bas, Bianca ne parvient pas à retrouver le calme. Même entourée de Ninon et Gary, elle reste prisonnière d'une succession de vérités partielles et de mensonges qui commencent à lui faire perdre tous ses repères. Lou a défendu Joséphine, et surtout, il a reconnu avoir été avec elle lors de l'agression. Bianca voudrait croire que cette révélation ne change rien à ce que Lou ressent aujourd'hui, mais elle n'arrive pas à oublier qu'il lui a délibérément caché la vérité. Le problème n'est plus seulement Joséphine. Il concerne désormais la parole de Lou elle-même. S'il a menti une première fois pour éviter une confrontation, qu'est-ce qui prouve qu'il ne recommencera pas lorsqu'une autre vérité lui semblera trop difficile à avouer? Cette inquiétude grandit alors que Joséphine, elle aussi, cherche des réponses. La jeune femme ne veut plus rester suspendue à de faux espoirs. Elle se tourne directement vers Lou et lui demande s'il existe encore une possibilité pour eux de reconstruire leur relation. Après tout ce qu'ils viennent de vivre, elle a besoin de savoir si son ancien amour appartient définitivement au passé. Lou ne cherche cette fois aucune échappatoire. Sa réponse est douloureuse mais claire. Entre eux, cela ne peut pas fonctionner. Il affirme que c'est Bianca qu'il aime et que c'est avec elle qu'il veut être. Pour Joséphine, ces mots ressemblent à une seconde rupture. Elle avait continué à nourrir l'espoir qu'une faille subsistait encore. Lou vient de refermer cette porte devant elle. Le choc est brutal. Joséphine doit accepter que l'homme qu'elle souhaite récupérer affirme ouvertement vouloir construire quelque chose avec celle qu'elle considère déjà comme sa rivale. Mais alors que Lou pense probablement avoir enfin clarifié sa position, une dernière vérité mal racontée va bientôt venir tout renverser. Et cette fois, Bianca risque de ne plus trouver la moindre raison de lui accorder le bénéfice du doute. Joséphine ne parvient pas à encaisser facilement les mots de Lou. Elle avait besoin d'une réponse claire, mais la vérité qu'il vient de lui donner est précisément celle qu'elle redoutait. Il ne veut pas revenir vers elle. Il ne laisse aucune porte entrouverte, aucun doute auquel elle pourrait encore s'accrocher. Dans son esprit, Bianca occupe désormais la place que Joséphine espérait retrouver. Cette seconde rupture agit comme une blessure plus profonde encore que la première. Joséphine avait peut-être imaginé que le temps, la proximité ou les failles apparues entre Bianca et Lou pourraient modifier la situation. Au contraire, Lou vient de lui rappeler que son choix est fait. Il aime Bianca, il veut être avec elle. Pour Joséphine, cette certitude ressemble presque à une humiliation supplémentaire. Quelques minutes plus tard, pourtant, une autre confrontation vient bouleverser l'équilibre déjà fragile entre les deux jeunes femmes. Bianca revient vers Joséphine avec l'intention de reconnaître qu'elle l'a peut-être accusée trop vite. Depuis que Lou a confirmé qu'il se trouvait avec son ex au moment de l'agression, Joséphine dispose d'un alibi. Bianca sait donc qu'elle lui doit au moins des excuses sur ce point. Mais l'échange ne prend pas du tout la direction qu'elle imaginait.
Au lieu de calmer la situation, Joséphine laisse éclater sa colère. Elle ne supporte plus d'être soupçonnée, jugée et traitée comme si chaque malheur de Bianca devait automatiquement venir d'elle. Sous la pression, elle révèle alors un détail capable de remettre immédiatement le feu aux poudres. La veille, Lou l'a embrassée. Pour Bianca, ces quelques mots suffisent à faire vaciller ce qui lui restait encore de certitude. Elle venait déjà d'apprendre que Lou lui avait menti sur l'endroit où il se trouvait. Désormais, elle entend qu'un baiser aurait également eu lieu entre lui et Joséphine. Tout s'enchaîne trop vite pour qu'elle puisse prendre du recul. La colère prend immédiatement la place du raisonnement. La réalité est pourtant différente de la manière dont Bianca comprend les événements. Ce n'est pas Lou qui a embrassé Joséphine, c'est Joséphine qui a pris l'initiative de ce geste. Mais Bianca ignore ce détail essentiel. Pour elle, l'information arrive sans nuance, dans un contexte où chaque omission précédente rend Lou un peu moins crédible. Elle ne sait plus distinguer le mensonge, la demi-vérité et la version intéressée de chacun. Ce qui la détruit surtout, ce n'est pas seulement la jalousie. Bianca avait besoin de sentir qu'au milieu du harcèlement qu'elle subit, au moins une personne restait totalement fiable. Lou aurait dû représenter ce point fixe. Au lieu de cela, elle découvre successivement qu'il lui a caché sa présence auprès de Joséphine, puis qu'un baiser s'est produit entre eux sans qu'elle en sache rien. Elle a désormais l'impression que toutes les informations importantes lui arrivent trop tard. Chaque fois qu'elle croit avoir compris la situation, une nouvelle révélation vient modifier l'histoire. Cette sensation d'être tenue à l'écart nourrit son humiliation autant que sa colère. Elle se demande combien de personnes étaient au courant avant elle et combien de choses Lou aurait encore pu choisir de dissimuler au nom de sa volonté de la protéger. Furieuse, Bianca décide donc de demander directement des comptes à Lou. Elle refuse de laisser cette nouvelle version tourner dans sa tête sans confrontation. Lorsqu'elle le retrouve, elle l'interroge sur ce fameux baiser. Derrière sa colère se cache surtout une fatigue immense. Depuis plusieurs jours, sa vie semble devenue une succession de coups émotionnels qu'elle n'a jamais le temps d'assimiler. Lou tente immédiatement de la rassurer. Pour lui, l'essentiel reste le choix qu'il vient précisément d'exprimer à Joséphine. C'est Bianca qu'il aime, et c'est avec Bianca qu'il veut construire quelque chose. Il insiste donc sur cette décision, comme si elle pouvait suffire à effacer les ambiguïtés précédentes. À ses yeux, sa position sentimentale est désormais claire et devrait permettre de repartir sur des bases plus solides. Mais Bianca n'entend plus les choses de cette manière. Le problème n'est désormais plus de savoir qui Lou choisit. Ce qui est brisé, c'est sa confiance. Même s'il affirme aujourd'hui vouloir être avec elle, cela ne change pas le fait qu'il lui a menti. À force de vouloir éviter de lui faire du mal, il a créé précisément le scénario dans lequel elle souffre davantage. Elle le regarde donc avec une colère où l'on sent surtout la douleur accumulée. « Tu n'en as pas marre de me faire souffrir ?» Cette phrase résume tout ce qu'elle ne parvient plus à supporter. Il ne s'agit pas uniquement du baiser, de Joséphine ou de l'alibi caché. Bianca parle de cette impression constante d'être blessée au moment même où Lou lui promet qu'il cherche à la préserver. Pour elle, continuer la relation reviendrait à avancer sans savoir si la prochaine révélation viendra encore lui couper les jambes. Lou peut répéter qu'il a fait son choix, mais Bianca comprend qu'elle ne possède plus la confiance nécessaire pour recevoir cette promesse comme auparavant. Elle ne veut plus être obligée d'enquêter sur chaque détail pour savoir si ce qu'on lui dit correspond réellement à la vérité. La décision qu'elle prend est donc radicale. Malgré les sentiments, malgré les paroles de Lou et malgré tout ce qu'ils ont partagé, Bianca lui annonce qu'elle préfère mettre un terme à leur romance. Ce choix lui coûte, mais elle ne voit plus d'autre moyen de se protéger. Elle traverse déjà une période où quelqu'un cherche à l'atteindre. Elle ne peut pas supporter qu'une relation censée la rassurer devienne une source supplémentaire d'insécurité. Pour Lou, la situation est d'autant plus cruelle qu'il vient justement de repousser Joséphine pour affirmer son amour pour Bianca. Quelques instants auparavant, il était certain d'avoir clarifié ses sentiments. Il découvre maintenant que ce choix ne suffit pas. Le problème n'est pas son amour, mais la manière dont ses mensonges successifs ont détruit la crédibilité de ses déclarations. Cette rupture laisse donc 3 personnes dans une situation douloureuse. Joséphine vient d'entendre qu'elle n'a plus aucune chance avec Lou. Lou, après avoir choisi Bianca, voit cette dernière s'éloigner. Et Bianca, qui voulait seulement pouvoir faire confiance à celui qu'elle aime, décide finalement de partir parce qu'elle ne se sent plus capable de croire ses paroles. Pendant ce temps, Ninon continue de chercher une réponse à une autre menace, bien plus concrète. Elle n'a pas oublié que Bianca reste victime d'un harcèlement dont l'auteur demeure inconnu. La piste Maxence n'a rien donné, et l'écriture du mot ne correspond pas. Pourtant, elle refuse de renoncer. Son inquiétude pour son amie se transforme progressivement en véritable fixation. Cette obsession commence même à lui coûter sur le plan de la masterclass. Alors que les autres candidats doivent réfléchir au bivouac,
maintenir le feu et construire leur menu, Ninon garde une partie de son esprit tourné vers l'enquête. Elle analyse, soupçonne et cherche des indices là où les autres se concentrent sur la compétition. Pour elle, la sécurité de Bianca est devenue plus importante que le reste. Gary partage cette volonté de découvrir la vérité, mais personne ne dispose encore de l'élément capable de faire tomber le masque du harceleur. La forêt, qui devait simplement servir de décor à une épreuve culinaire exceptionnelle, devient ainsi le théâtre de plusieurs tensions parallèles. Bianca y perd sa confiance en Lou tandis que Ninon s'enfonce dans sa recherche du responsable des attaques. Et alors que Bianca vient de mettre un terme à sa relation, une question reste suspendue au-dessus de tous. La rupture avec Lou suffira-t-elle à mettre fin au chaos qui l'entoure? Rien ne permet de le croire. Son harceleur est toujours dans l'ombre, Joséphine reste profondément blessée et Lou vient de perdre celle qu'il affirmait pourtant avoir définitivement choisie. Après cette rupture, Bianca reste plongée dans un mélange de colère et d'épuisement. Elle a pris une décision claire, presque brutale, mais cela ne signifie pas que ses sentiments ont disparu. Au contraire, c'est précisément parce qu'elle tient encore à Lou qu'elle ressent aussi vivement chacune de ses dissimulations. Elle aurait voulu pouvoir croire ses explications. Désormais, elle ne sait plus comment séparer l'amour de la méfiance. Lou, de son côté, se retrouve face aux conséquences d'une accumulation de mauvais choix. Il a voulu éviter de blesser Bianca en cachant qu'il se trouvait avec Joséphine, mais ce mensonge a produit l'effet inverse. Il a voulu protéger une relation fragile, et il l'a rendue encore plus instable. Surtout, il réalise que ses intentions ne suffisent plus à convaincre celle qu'il affirme aimer. La situation devient d'autant plus difficile qu'il vient lui-même de fermer la porte à Joséphine. Quelques instants plus tôt, il lui disait clairement qu'il ne voulait pas reconstruire leur histoire et que son choix se portait sur Bianca. En théorie, cette déclaration aurait dû clarifier les choses. En pratique, elle arrive trop tard pour réparer la confiance détruite. Bianca ne remet pas seulement en cause ses sentiments, mais sa manière d'agir. Joséphine, elle, reste enfermée dans une douleur différente. Elle a entendu Lou lui dire qu'il aimait Bianca, puis elle a assisté à l'effondrement du couple qu'il voulait pourtant préserver. Cette situation pourrait sembler lui redonner un espoir, mais rien n'est simple. Elle vient d'être repoussée frontalement et c'est désormais que Lou ne s'est pas séparé de Bianca pour revenir vers elle. La rupture ne constitue donc pas forcément une victoire. Son échange avec Bianca autour du baiser a toutefois ajouté une nouvelle couche de confusion. En affirmant que Lou l'avait embrassée, elle a livré une version que Bianca interprète comme une nouvelle trahison. Or la réalité est plus nuancée, Joséphine a elle-même embrassé Lou. Cette différence essentielle reste inconnue de Bianca, qui prend ses décisions à partir d'une information incomplète et d'une confiance déjà gravement fragilisée. Pendant ce temps, Ninon ne parvient toujours pas à détourner son attention du harcèlement. Elle observe Bianca et comprend que la situation sentimentale détourne presque tout le monde du danger principal, quelqu'un continue de la viser. Joséphine dispose désormais d'un alibi pour l'agression, Maxence ne correspond pas à l'écriture du message, et malgré ces pistes éliminées, aucune identité convaincante ne se dessine. Cette absence de réponse devient insupportable pour Ninon. Alors que la masterclass devrait mobiliser toute son énergie, elle analyse chaque détail, chaque comportement, chaque possibilité. Son esprit ne reste jamais longtemps sur le menu gastronomique ou sur les contraintes du bivouac. Elle revient toujours à la même question, qui cherche à terroriser Bianca, et pourquoi personne ne parvient-il encore à comprendre son mode d'action? Gary reste lui aussi présent aux côtés de Bianca. Avec Ninon, il partage la conviction qu'il faut aller au-delà des soupçons faciles et chercher des éléments concrets. Leur volonté de protéger leur ami donne à cette enquête improvisée une importance croissante. Mais à mesure que les hypothèses tombent, la menace devient presque plus inquiétante. Le responsable reste dans l'ombre, tandis que Bianca est déjà psychologiquement fragilisée. Le bivouac, lui, continue d'imposer son rythme. Les participants doivent dormir dehors, préserver leur feu et préparer un menu capable de se distinguer dans un environnement exigeant. Pour certains, l'enjeu reste principalement culinaire. Pour Bianca, Ninon et Gary, la compétition est devenue secondaire. Le danger, les mensonges et les tensions sentimentales ont transformé cette masterclass en épreuve bien plus personnelle que prévu. Dans un autre registre, Carla commence à observer avec attention les conséquences de son changement d'attitude. Après avoir accepté d'aider Noé, Félix et Oriane à travailler la poularde, elle espère presque que cette bonne action suffira à rompre la série de malchances qui s'est abattue sur elle. Elle sait bien, au fond, que l'idée d'une malédiction est irrationnelle, mais l'accumulation des incidents l'a suffisamment troublée. Son aide pendant le cours marque également un changement par rapport à son refus du matin.
Cette fois, elle ne pense plus seulement à la sélection du master et à son emploi du temps déjà chargé. Elle intervient parce qu'elle voit 3 élèves réellement en difficulté. La culpabilité a sans doute joué son rôle, mais elle retrouve aussi un réflexe plus spontané, transmettre ce qu'elle sait lorsqu'elle peut éviter aux autres de rester bloqués. Noé profite évidemment de cette intervention. Quelques heures auparavant, il cherchait précisément à convaincre Carla de l'aider à progresser. Son objectif reste intimement lié à Oriane, qu'il souhaite impressionner. Cette motivation donne à ses efforts quelque chose de maladroit mais sincère. Il ne se contente pas d'attendre une occasion, il se lève tôt, cuisine et cherche activement à devenir meilleur pour provoquer cette surprise. Carla, en lui prêtant finalement main forte, se retrouve donc exactement dans la situation qu'elle avait tenté d'éviter. Mais elle n'aborde plus la demande de la même manière. Après sa série de mésaventures, son refus lui semble presque avoir déclenché une chaîne de conséquences disproportionnées. Elle espère maintenant que le simple fait d'avoir changé d'attitude pourra aussi changer le cours de sa journée. Au double A, en revanche, Hector attend toujours des preuves de sérieux de la part de Nils. La découverte de son talent avait été immédiate et sincère. Ce qu'il a goûté lui a donné envie de construire quelque chose de précis autour de ses cocktails. Mais une collaboration ne repose pas uniquement sur la créativité. Hector découvre qu'il lui faudra peut-être évaluer un autre aspect beaucoup moins séduisant, la fiabilité. Le fait que Nils soit occupé à organiser un barbecue alors que l'équipe l'attend provoque forcément une impression étrange. Cela ne retire rien à son talent, mais pose une question simple. Veut-il vraiment entrer dans cette dynamique professionnelle ? Hector ne peut pas ignorer que le jeune homme avait accepté sa proposition avec enthousiasme. Pourtant, ses actes donnent désormais une lecture beaucoup plus ambiguë de cet engagement. La présence potentielle de Thelma au double A explique sans doute une partie de la motivation initiale de Nils. Peut-être a-t-il été séduit par cette possibilité avant même de mesurer ce que la collaboration impliquait réellement. Hector, lui, raisonne en chef. Il cherche quelqu'un capable de penser les accords entre plat et cocktail, mais aussi d'être présent lorsque l'équipe a besoin de lui. Cette opposition entre talent brut et discipline devient alors le cœur du problème. Nils possède manifestement l'un, mais Hector n'est plus certain qu'il accepte l'autre. Le jeune homme semble fonctionner selon ses propres envies, ce qui peut nourrir sa créativité mais aussi rendre difficile son intégration dans un environnement structuré. Le double A ne peut pas construire un menu autour de quelqu'un qui disparaît au moment prévu. Maya observe cette situation avec un intérêt particulier. C'est elle qui a permis la rencontre en avouant la véritable origine du cocktail. Elle avait menti pour impressionner Hector, mais sa confession a finalement offert une opportunité inattendue à Nils. Désormais, elle voit cette chance se compliquer presque immédiatement. Ce qui semblait être la naissance d'une collaboration prometteuse prend déjà des allures de rendez-vous manqué. Dans la forêt, Bianca traverse elle aussi une forme de rendez-vous manqué, mais sur le plan sentimental. Lou affirme avoir fait son choix, pourtant elle ne peut plus croire que ce choix suffise. Elle aurait peut-être accepté ces mots quelques jours plus tôt. Après l'agression, les mensonges et la révélation du baiser, elle n'a plus l'énergie nécessaire pour continuer à faire confiance sans preuve. La rupture devient donc, pour elle, une manière de reprendre le contrôle. Elle ne peut pas identifier son harceleur, elle ne peut pas effacer ce qui s'est passé avec Joséphine, mais elle peut au moins décider de ne plus rester dans une relation qui l'oblige à douter constamment. C'est un choix douloureux, mais aussi une frontière qu'elle pose pour éviter d'être encore davantage fragilisée. Et pourtant, rien n'est vraiment réglé. Joséphine reste blessée, Lou se retrouve rejetée, Ninon poursuit une enquête qui l'obsède, Gary cherche toujours une piste et Bianca demeure la cible d'un harceleur inconnu. Même les intrigues plus légères autour de Carla et de Nils reposent sur des déséquilibres non résolus. Partout, les personnages tentent de reprendre la main sur des situations qui leur échappent. À ce moment-là, une certitude demeure. La rupture de Bianca et Lou n'efface ni le passé immédiat ni le danger qui plane encore sur elle. Elle a choisi de mettre fin à leur romance parce qu'elle ne supportait plus de souffrir, mais le véritable responsable de son harcèlement reste libre. Et tant que cette identité ne sera pas découverte, aucune décision sentimentale ne pourra réellement lui rendre la tranquillité. La décision de Bianca ne laisse plus de place au doute. Après avoir tenté de comprendre, d'attendre et de donner à Lou plusieurs occasions de s'expliquer, elle atteint une limite qu'elle ne veut plus dépasser. Elle ne conteste pas nécessairement ce qu'il ressent pour elle. Ce qu'elle ne supporte plus, c'est de devoir constamment découvrir après coup ce qu'il a choisi de lui cacher. Pour Lou, le paradoxe est cruel. Il vient précisément de dire à Joséphine qu'il ne veut pas revenir avec elle et qu'il aime Bianca. Il pensait peut-être que cette déclaration suffirait à remettre de l'ordre dans une situation devenue confuse. Mais Bianca ne peut pas effacer les mensonges simplement parce qu'il affirme aujourd'hui avoir choisi son camp.
Les sentiments ne réparent pas automatiquement la confiance. La phrase qu'elle lui lance résume toute cette fatigue. Tu n'en as pas marre de me faire souffrir? Ce reproche dépasse largement la question du baiser avec Joséphine. Bianca parle de tout ce qu'elle vient d'encaisser, de la peur, des humiliations, des secrets et de cette impression que les autres disposent toujours d'une version de sa propre histoire avant elle. En mettant fin à leur romance, Bianca cherche surtout à retrouver un minimum de contrôle. Elle ne maîtrise ni l'identité de son harceleur ni les motivations de celui qui s'en prend à elle. Elle ne peut pas revenir sur l'agression de la veille. En revanche, elle peut refuser de rester dans une relation qui ajoute encore du doute et de la douleur à une situation déjà difficile. Joséphine, pourtant, n'en ressort pas vraiment gagnante. Elle a elle-même demandé à Lou s'il existait encore une chance pour eux, et la réponse a été catégorique. Il lui a dit que c'était Bianca qu'il voulait. Le fait que ce couple éclate peu après ne change donc pas ce qu'elle vient d'entendre. Lou ne s'est pas détourné de Bianca pour la retrouver. Cette réalité risque de rendre sa douleur encore plus contradictoire. Joséphine peut voir Bianca et Lou se séparer, mais elle sait aussi qu'elle n'est pas devenue pour autant le choix du jeune homme. Le baiser qui a contribué à faire exploser la situation n'efface pas ce refus. Au contraire, il laisse derrière lui davantage d'amertume, de malentendus et de blessures entre les trois jeunes gens. Bianca, de son côté, reste persuadée que Lou a embrassé Joséphine. Elle ignore toujours que l'initiative venait en réalité de son par exemple. Cette information incomplète pèse lourdement sur sa décision, mais elle arrive dans un contexte où la parole de Lou est déjà fragilisée. Même s'il tentait encore d'expliquer chaque détail, Bianca ne dispose plus de la confiance nécessaire pour l'écouter sereinement. Pendant ce temps, Ninon refuse toujours de relâcher ses efforts. La rupture sentimentale de Bianca ne résout en rien la question principale qui l'obsède, quelqu'un continue de la harceler. Joséphine possède un alibi pour l'agression, puisque Lou était avec elle au moment des faits. Maxence, lui, ne correspond pas à l'écriture du message. L'enquête improvisée repart donc presque de zéro. Gary reste impliqué aux côtés de Ninon. Tous les deux veulent comprendre qui se cache derrière ces attaques avant que la situation ne dégénère davantage. Mais plus les suspects évidents s'éloignent, plus la menace devient inquiétante. Bianca ne sait même plus où regarder. Et dans un bivouac où les candidats vivent ensemble en pleine forêt, cette absence de réponse nourrit forcément un sentiment d'insécurité permanent. Ninon pousse cette recherche si loin qu'elle finit par négliger la masterclass elle-même. Alors que les participants devraient concentrer toute leur énergie sur leur menu, le feu et les contraintes de la vie en extérieur, elle reste absorbée par le harcèlement. Son désir de protéger Bianca devient presque plus puissant que son intérêt pour la compétition, au risque de compromettre ses propres performances. Dans un tout autre registre, Carla attend encore de savoir si le sort a enfin décidé de lui laisser un peu de tranquillité. Après son refus d'aider Noé, elle avait accumulé les incidents au point de se persuader qu'elle était maudite. Son intervention auprès de Noé, Félix et Oriane représente donc autant un geste d'entraide qu'une tentative symbolique de remettre les compteurs à zéro. Elle leur prête main forte face à la poularde, transformant finalement son refus initial en soutien concret. La situation reste légère, mais elle révèle aussi combien Carla peut se laisser entraîner par une succession de coïncidences. Entre le verre renversé, les plombs qui sautent, les fiches souillées et la réservation annulée, il lui fallait presque un geste réparateur pour retrouver un peu de sérénité. Noé, lui, poursuit toujours son objectif, progresser suffisamment pour impressionner Oriane. Son enthousiasme l'a poussé à se lever très tôt pour cuisiner, puis à demander l'aide de Carla. Même si celle-ci a d'abord décliné, les circonstances finissent donc par lui offrir exactement ce qu'il recherchait. Reste à voir si ses efforts culinaires auront réellement l'effet espéré auprès de la nouvelle élève. Au double A, Hector fait face à un problème d'une autre nature. Il a découvert chez Nils un talent qu'il n'attendait pas, suffisamment fort pour imaginer un menu dans lequel chaque plat serait associé à un cocktail spécialement pensé. Le projet est ambitieux et séduisant. Pourtant, l'attitude de Nils vient immédiatement fragiliser l'enthousiasme initial. Alors que toute l'équipe l'attend, le jeune serveur arrive en retard parce qu'il est occupé à organiser un barbecue. Pour Hector, ce comportement soulève une question essentielle. Nils veut-il vraiment cette collaboration ? Peut-être a-t-il accepté surtout parce qu'il espérait croiser Thelma au double A, peut-être aussi apprécie-t-il davantage son indépendance qu'un cadre professionnel exigeant. Le chef se retrouve donc devant un talent évident mais difficile à saisir. Les cocktails de Nils l'ont convaincu, son statut d'autodidacte l'a impressionné, mais rien ne garantit encore qu'il possède l'envie de s'intégrer à une brigade. Hector doit désormais comprendre s'il a affaire à quelqu'un qui craint l'engagement ou simplement à quelqu'un que la proposition intéresse moins qu'il ne l'avait laissé entendre.
Cette journée laisse ainsi plusieurs histoires ouvertes. Carla tente de conjurer sa prétendue malédiction, Hector découvre que le talent de Niels ne garantit pas sa fiabilité, et dans la forêt, Bianca prend une décision beaucoup plus douloureuse. Chaque intrigue repose finalement sur une même question. Jusqu'où peut-on faire confiance aux apparences, aux promesses et aux premières impressions? Pour Bianca, cette question est devenue impossible à ignorer. Elle croyait pouvoir compter sur Lou, puis découvre qu'il lui a menti sur sa présence auprès de Joséphine. Elle pense ensuite apprendre qu'il a embrassé son ex, sans connaître la véritable initiative du geste. Tout ce qui devrait la rassurer se transforme en nouvelle source de doute. Son choix de rompre devient alors presque inévitable. Et pourtant, ce geste ne marque pas la fin de ses problèmes. Le harceleur reste introuvable. Ninon continue de chercher, Gary reste à ses côtés, et plusieurs pistes ont déjà échoué. Bianca a fermé la porte à Lou parce qu'elle refuse de souffrir davantage, mais le danger qui plane autour d'elle demeure entier. La rupture règle une relation, pas la menace. La masterclass devait être une compétition culinaire exceptionnelle avec la Patagonie comme horizon. Pour Bianca, elle devient surtout l'endroit où sa confiance en Lou s'effondre complètement. Désormais séparée de lui, encore bouleversée par l'agression et toujours incapable d'identifier son harceleur, elle avance avec une seule certitude, elle ne veut plus accepter qu'on lui fasse du mal au nom de l'amour ou de la protection.